Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à une œuvre littéraire véritablement fondatrice, le roman Ville cruelle, publié en 1954. C'est l'œuvre du grand auteur camerounais Alexandre Bidiawala, publié à l'époque sous le pseudonyme d'Esaboto, bien avant qu'il ne devienne mondialement célèbre sous le nom de Mongo Betty. Et honnêtement, ce livre n'est pas qu'une simple fiction, c'est un véritable cri du cœur, lucide et profondément engagé contre l'injustice. Alors sans plus attendre, plongeons-nous dans l'anatomie de ce chef-d'œuvre. Au programme de cette exploration, on commence par une petite visite de la ville de Tanga. Ensuite, on analysera la mécanique de l'oppression coloniale avant de s'intéresser de plus près aux victimes et aux profiteurs de ce système. On décodera ensuite ce qu'on appelle la grammaire de l'injustice et on terminera en étudiant l'immense héritage de Mongo Betty aujourd'hui. Première étape de notre parcours, bienvenue à Tanga et plongeons directement dans le drame de notre héros, Banda. Et l'histoire suit donc Banda, c'est un jeune homme de la campagne, orphelin mais extrêmement déterminé. D'un côté, on a son objectif qui est tout ce qu'il y a de plus simple et honorable, il veut juste vendre son cacao qui a été parfaitement séché pour financer une dot et exaucer le tout dernier vœu de sa mère mourante. C'est touchant, non? Mais de l'autre côté, en arrivant dans la grande métropole coloniale de Tanga, il se prend un véritable mur de briques. La réalité le rattrape violemment. Bien que son cacao soit d'une qualité irréprochable, les contrôleurs le rejettent avec un mépris total, allant même jusqu'à menacer de le brûler s'il ose protester. En un instant, l'espoir et le travail acharné de toute une famille sont réduits à néant. Ça pose tout de suite le décor et l'urgence des enjeux, n'est-ce pas? Ce qui nous amène à notre deuxième point, l'oppression coloniale et la véritable nature de la ville de Tanga. Il faut bien comprendre que cette confrontation brutale, ce n'est absolument pas un accident. Dans ce roman, la ville n'est pas juste un décor passif, c'est un antagoniste à part entière, une immense machine conçue pour écraser toute tentative d'émancipation. L'économie entière est verrouillée par un monopole tenu par des marchands blancs, comme le fameux personnage de Monsieur T, qui impose des prix d'achat complètement dérisoires. Et si jamais un cultivateur local a le malheur de refuser, eh bien l'administration bureaucratique, rongée jusqu'à l'os par la corruption, sort des règles arbitraires de son chapeau pour purement et simplement rejeter ou confisquer la marchandise. Et le plus glaçant, c'est que le livre rapporte de façon très factuelle comment les institutions, même religieuses, participent à ce système. Elles promettent un réconfort illusoire dans l'au-delà, tout en maintenant la population sous le joug au quotidien. Passons à présent à la troisième partie, victimes et profiteurs, ou la sociologie de cette jungle impitoyable. Une structure aussi écrasante modèle forcément les destins de ceux qui vivent. On y trouve une hiérarchie stricte, presque étouffante. Tout en haut de la pyramide, on a les colons et les administrateurs, comme M. Tahari ou les fameux contrôleurs, qui utilisent la loi et la violence pour garantir leurs privilèges. Juste en dessous, on trouve les profiteurs, des intermédiaires corrompus ou des figures très ambiguës comme l'oncle Tonga, qui n'hésitent pas à exploiter la vulnérabilité de leurs propres frères pour s'enrichir. Mais heureusement, au milieu de cette obscurité, Banda trouve aussi des compagnons de misère, à l'image de Koumé. Eux, ils incarnent la solidarité face à la brutalité urbaine. Enfin, il y a une catégorie absolument cruciale à mentionner, les femmes de la ville, comme Odilia et Adilia. Elles subissent littéralement la double peine, affrontant à la fois l'extrême pauvreté coloniale et la violence de genre. Et pourtant, elles font preuve d'une résilience hors du commun et restent les véritables piliers de la communauté. C'est à travers ce choc des rencontres que Banda va perdre son innocence. Ce qui nous conduit à la quatrième partie, et c'est sans doute la plus fascinante, la grammaire de l'injustice. Et oui, on parle bien de grammaire, parce qu'un roman, c'est avant tout des mots, et Esaboto a littéralement caché un code idéologique au cœur même de ses phrases. Pour bien comprendre, on doit s'arrêter sur deux concepts, la parataxe et l'hypotaxe. La parataxe, c'est quand on met des phrases courtes côte à côte, sans aucun mot de liaison, du genre « il est venu »,« il a vu »,« il a pleuré », bam, bam, bam. L'hypotaxe, c'est l'inverse, c'est l'art d'utiliser des propositions complexes qui créent de lourdes relations de dépendance, du style « bien qu'il soit venu parce qu'il espérait la récompense qui lui avait été promise ». Eh bien, l'auteur utilise ces outils pour nous faire ressentir de l'intérieur la vie de ses personnages. Et ce n'est pas juste une interprétation en l'air. Cette architecture syntaxique fait l'objet de travaux académiques très pointus, comme le démontre le brillant mémoire de master de la chercheuse Honorine Ghislaine Gamama Tono à l'université de Yaoundé 1. Ces recherches prouvent que ce mélange de parataxe et d'hypotaxe est tout sauf un hasard stylistique. C'est une mécanique de précision. En fait, la grammaire a ici une double fonction. Elle devient une véritable arme de dénonciation. D'un côté, l'utilisation massive de la parataxe par Mongo Betty, avec ses phrases hachées, ça mime parfaitement le choc, le chaos, l'absence totale de logique dans le quotidien des colonisés qui subissent des violences sans la moindre explication. La phrase est coupée, heurtée, tout comme la vie de notre héros. De l'autre côté, quand l'auteur déploie l'hypotaxe, avec ses phrases dépendantes à l'extrême, c'est pour représenter le poids écrasant de la hiérarchie et de l'administration coloniale. La phrase se transforme en labyrinthe, en prison suffocante. La grammaire elle-même devient la ville cruelle. C'est tout bonnement brillant.
Abordons maintenant notre dernière partie, l'héritage contemporain de Mongo Betty. Plus de 70 ans après sa parution, ce livre résonne encore incroyablement fort, et pas seulement en littérature. Il a carrément inspiré le cinéma à travers le récent documentaire sur les traces de Ville Cruelle, co-réalisé par Sarah Dauphiné-Chouacha et Tabno Koloko. Et faire ce film a été un vrai parcours du combattant. L'équipe s'est retrouvée frappée par un abandon financier sévère en cours de route. Ils ont dû avancer avec une abnégation totale, sauvés in extremis par des financements participatifs et quelques soutiens locaux. Pendant le projet, ils se sont heurtés à un mur d'ignorance face aux réalités douloureuses de l'histoire coloniale camerounaise. Ainsi, ce documentaire n'est pas qu'un hommage, c'est un véritable outil de contre-pouvoir, pensé pour proposer une alternative forte à un siècle de discours historiques perçus comme erronés et triomphants. La co-réalisatrice, Sarah Dauphiné-Chouacha, résume cette démarche avec une citation extrêmement poignante. Elle explique que les écrits de Mongo Betty ont non seulement aidé à démonter ces récits falsifiés, mais surtout, je cite, ont permis la guérison d'une colère qui aurait pu germer. C'est d'une puissance absolue. Comprendre la mécanique de cette injustice passée à travers l'œuvre de Betty, ça devient finalement un acte de guérison. C'est essentiel pour apaiser les blessures et transmettre la vérité aux nouvelles générations. Alors, pour clore cette analyse, prenons un peu de recul. Tanga était certes une métropole coloniale des années 1950. Mais cette bureaucratie absurde, cet isolement étouffant, ces monopoles économiques intouchables, tout cela semble étrangement familier, n'est-ce pas ? Les défis de Banda pour conserver sa dignité face à l'indifférence d'une grande ville n'ont peut-être jamais été aussi actuels. La question finale est donc posée. Dans quelle mesure les dynamiques de cette ville cruelle historique continuent-elles de structurer secrètement nos propres paysages urbains modernes ? Voilà une réflexion fascinante qui mérite d'être creusée.